Merci beaucoup. Donc, je vais vous parler des recommandations que vous connaissez tous, mais je vais bien sûr les baser sur le TAVI. Alors, vous avez vu que donc, dans ces nouvelles recommandations qui sont parues maintenant quand même depuis 2021, on a privilégié le fait qu'il valait mieux les faire dans un centre qui est adapté pour plusieurs raisons, parce que ça vous permet d'avoir un bon screening et ça vous permet aussi d'avoir une possibilité de discuter avec les différentes options pour ce TAVI. Ensuite, il faut donc avoir une analyse clinique qui doit être parfaite. Il faut bien voir si les symptômes sont bien en relation avec le retrécissement aortique et si ce n'est pas une autre étiologie. Et il faut ensuite, et ça c'est très important, il faut à la fin de tout ça, donc après discussion avec la HARTIM, discuter avec le patient, lui expliquer l'ensemble des éléments et c'est le patient à la fin qui choisit en fonction des différents éléments qu'on lui a proposés. Donc, on sait que depuis les recommandations de 2017, on avait donc le TAVI pour tous les patients, sauf les patients à bas risque, et que pour les patients à bas risque, c'était la chirurgie. Et donc, comme vous le savez, il y a eu donc l'apparition de ces 3 études randomisées, une un peu plus tôt, la notion, et puis les 2 autres, Partner 3 et bien sûr Evolute Low Risk. Et on voit que ces éléments, et ça c'est vraiment très très important dans notre pratique de tous les jours, c'est qu'il y a des critères d'exclusion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire non plus une généralisation des données de ces études sur l'ensemble de nos patients. C'est pour ça que notre HARTIM continue à être vraiment très important et notre analyse clinique des patients est fondamentale, parce qu'autrement, ces études ne disent pas qu'on peut faire lorsqu'on a un état de choc, un élément, un mauvais VG, une coronaropathie diffuse, une bicuspidie, etc. Donc il faut bien toujours avoir ça en mémoire, en sachant qu'il y a des critères d'exclusion et que ces études, et en général les critères d'exclusion étaient les mêmes, sauf dans Notion. Alors, vous connaissez bien sûr les résultats. Alors, ces études, il est important de voir la moyenne d'âge des patients. Donc, ils sont bien sûr des patients à bas risque, mais on voit que la moyenne d'âge, elle est autour de 73 et 74 ans. On n'a pas de patients en dessous de ces éléments-là, en moyenne, bien sûr. Et donc, quand on regarde les études, on voit qu'elles sont toutes positives. Alors, celle du milieu, c'est-à-dire Partner 3, elle est même, il y a une supériorité du TAVI par rapport à la chirurgie. Mais aussi, le critère n'est pas le même. C'est-à-dire que pour les autres, c'était mortalité et AVC. Pour Partner 3, c'est mortalité, AVC et réhospitalisation liée à la procédure. Et donc, dans Partner 3, elle est positive, c'est-à-dire le TAVI est meilleur que la chirurgie. Donc, maintenant, il faut quand même voir l'ensemble des données dont on dispose et comment ont été bâties nos guidelines récentes. Eh bien, il faut voir la mortalité et on s'aperçoit que lorsqu'on compare la chirurgie au TAVI, eh bien, on s'aperçoit que la mortalité avec le TAVI est largement réduite et de façon tout à fait significative. Donc, on peut dire, entre guillemets, feu vert. Le TAVI fait mieux chez ce type de patient. On a parlé, là, avec Ashok Tiranvanzian, on a parlé des complications procédurales et notamment des éléments. Alors, qu'en est-il quand on compare, parce que la chirurgie aussi a des complications, eh bien, on s'aperçoit, par exemple, que pour l'insuffisance rénale, le TAVI fait mieux, que pour l'apparition d'un risque de fibrillation atriale, le TAVI fait mieux. Et quand on voit pour le risque de saignement, le TAVI fait mieux. Donc là aussi, on peut dire, OK, on a un petit plus vis-à-vis du TAVI. Qu'en est-il des AVC? Donc les AVC, eh bien, on voit qu'au départ, les premières études, c'était terrible. On avait beaucoup d'AVC avec le TAVI. On s'aperçoit maintenant qu'il y en a plus avec la chirurgie. Donc là encore, on peut dire qu'on a un élément plutôt favorable en ce qui concerne la survenue d'AVC. Maintenant, l'élément important, c'est, vous savez, la fuite. On sait que si on laisse une fuite paravalvulaire, on va avoir un impact sur la mortalité, et ceci pour des fuites qui ne sont pas si importantes que ça, inférieures ou égales à grade 2. Eh bien, quand on analyse, selon les différents types de classification, quand on analyse Partner 3, eh bien, on s'aperçoit que les fuites n'ont plus du tout cet impact sur la mortalité qu'on avait quand on avait des patients à plus bas risque. À plus haut risque, pardon. Donc ça montre bien qu'il faut faire attention et que cette fuite est importante, mais elle est énormément réduite maintenant avec les nouvelles techniques, mais elle a moins d'impact sur la mortalité lorsqu'elle est grade 2. Ensuite, on a un élément dont on ne parle pas souvent, qui est l'atteinte du ventricule droit
avec les deux techniques, eh bien, ça, là, vous le savez, il n'y a pas photo. En chirurgie, on aura un petit peu plus d'atteinte du ventricule droit qui va avoir un impact sur la mortalité. Alors, Tarek nous a montré donc la place du pacemaker, et on sait en effet l'impact sur le futur. Mais quand on regarde, par exemple, pour les valves balloon expandable, la Sapien, eh on s'aperçoit que le taux de pacemaker, et il l'a montré sur la diapositive, est strictement identique. Il n'y a pas de différence significative avec la chirurgie. Donc, il y a un problème de pacemaker, probablement plus avec l'évolute, mais ce n'est pas aussi grave que ça. Et comme on l'a dit, il faut faire très attention entre ce gain pour le pacemaker et le gain pour ensuite avoir accès après au coronaire. Et si vous mettez chez un patient jeune une valve très haute, vous n'avez pas de pacemaker, mais qu'il fait un infarctus dans l'évolution et que vous ne pouvez pas le déboucher, je ne suis pas sûre qu'on soit dans le bon ratio. Alors la bicuspidie, elle n'a pas du tout été étudiée par les différentes études dont on a montré. Il y a des registres qui ont comparé donc l'évolution d'une bicuspidie traitée par TAVI par rapport à ceux qui n'ont pas de bicuspidie. On voit qu'il n'y a pas de différence significative. Il y a des différences lorsque la bicuspidie est très calcifiée. Donc là, il faut probablement quand même aller vers la chirurgie. Et puis là, on a deux techniques qui sont pareilles, qui semblent pareilles, enfin, avec les différences dont on a montré. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de traiter un patient. Et qu'est-ce qu'on veut pour ce patient avec les mêmes types de traitements qui donnent à peu près les mêmes évolutions? C'est une amélioration de sa qualité de vie, c'est tout ce qu'il demande, savoir il va être mieux. Et quand on regarde la différence entre ces deux techniques, on compare la chirurgie ou on compare le TAVI, mais là encore, il n'y a pas photo, c'est-à-dire qu'on a une amélioration de la qualité de vie qui est immédiate du TAVI par rapport à la chirurgie et qui se retrouve après, même à distance. Donc, on a une technique qui est quand même assez intéressante. Et c'est pour ça que nos différentes recommandations que vous connaissez tout à fait bien, donc lorsque le patient est asymptomatique, on fait un traitement médical, sauf, et là il y a beaucoup d'éléments, il faut être sûr qu'il soit vraiment asymptomatique, il faut être sûr que le retrécissement aortique ne soit pas très serré, il faut être sûr qu'il n'y ait pas une aggravation très rapide de son retrécissement aortique, sinon à ce moment-là il faut l'élément. Ensuite on a les futiles, ceux pour lesquels malheureusement tout est dit, donc il ne faut pas faire de TAVI lorsque ça ne va pas servir à grand-chose. Et puis pour tout le reste, c'est une discussion de la HARTIM. Et ça, c'est fondamental. Et donc cette discussion de la HARTIM, elle dit que lorsque le patient a 75 ans ou plus, c'est le TAVI, 1A. Lorsque le patient a moins de 75 ans et à bas risque, c'est la chirurgie. Et c'est simplement un 1B parce qu'il n'y a pas d'études. Et ensuite, tout le reste des patients, c'est le TAVI ou la chirurgie. Donc ça, c'est un élément important. Alors après, on est guidé pour les différents éléments qui vont nous guider notre traitement sur le plan de l'anatomie, sur les comorbidités, sur les éléments associés. Donc tous ces éléments-là vont nous guider avec des petites croix. C'est des tableaux faciles à faire dans notre pratique courante. Et puis on regarde maintenant les recommandations américaines. On nous a dit, les recommandations américaines mettent plus le TAVI en avant. Pas si sûr. Donc, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces recommandations américaines? Elles nous disent, en dessous de 65 ans, c'est la valve mécanique. OK. Après 80 ans, c'est le TAVI. Alors que nous, c'est 75 ans. Et entre 65 et 80, c'est une discussion de HARTIM. Donc, on a des recommandations, OK, mais les recommandations européennes sont un tout petit peu plus favorables. Et donc, en message, donc, un élément très très important, c'est la place du patient. Un deuxième, c'est que, donc vous les avez vus, donc supérieur ou égal à 75 ans, c'est le TAVI. Inférieur à 75 ans et bas risque, c'est la chirurgie. Et puis pour tous les autres, c'est l'élément. Alors, si on compare avec avant, on voit qu'avant 2012, c'était la discussion du cardiologue, du chirurgien peut-être. Et donc, c'était entre le parti médical ou la chirurgie. Entre 2012 et 2021, vous avez
la place de la HARTIM, mais dans une toute petite quantité de patients, c'est-à-dire les patients pour lesquels on pense que la chirurgie n'est pas bonne et on va discuter le TAVI. Et puis, à partir de 2021, on s'aperçoit que la HARTIM est fondamentale et qu'elle est à la première place pour avant la décision de nos équipes. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.